J'ai maintenant le plaisir d'accueillir deux orateurs, Luc Brunel et Sébastien Alexandre du département représentation et études des mutualités libres, qui vous présenteront le contexte et les recommandations des mutualités libres. Geachte aanwezigen, in het komende half uur. Bien le bonjour tout le monde. Dans la prochaine demi-heure, mon collègue Sébastien et moi allons vous présenter différents chiffres qui expliquent les différentes facettes de l'incapacité de travail. Sur la base de ces données, nous ont permis de définir des lignes d'action. Donc, tout d'abord, nous allons jeter un petit coup d'œil sur les personnes en incapacité de travail. Donc, en 2022, aux Mutualités Libres, nous avons reçu 800 nouveaux certificats d'incapacité de travail. Et en ce qui concerne les chiffres de l'année passée, un quart des certificats concernaient des affections musculo-squelettiques. Et cela correspond à plus ou moins 4% de toutes les affections. On a déjà parlé beaucoup de l'incapacité de travail, l'invalidité. L'invalidité, en fait, c'est une incapacité de travail qui dure au moins 1 an. Et parmi nos membres qui sont invalides, on a pu constater que ceux qui sont rentrés en incapacité de travail, en incapacité l'année passée, sont passés en invalidité et ce chiffre est de 20%. Il y a un groupe de maladies qui augmente fortement, qui était de 15% au moment de l'incapacité et de 23% en invalidité. Ce sont les troubles mentaux et du comportement. Et vous voyez ici les facteurs qui influencent l'état de santé. Ce sont le burn-out, par exemple. Donc, avec ces deux groupes, on les regroupe sous les troubles psychosociaux et c'est 4 diagnostics sur 10 pour l'entrée en invalidité. C'est vraiment énorme. Donc, comment est-ce que ça se fait? Donc, de manière logique, les personnes qui ont été diagnostiquées avec une dépression, un trouble mental restent très souvent longtemps en incapacité de travail. Donc 3 sur 10 rentrent en période d'invalidité. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est seulement en cas de cancer que l'entrée en invalidité est plus fréquente. Donc, les troubles psychosociaux ont vraiment une importance capitale et reviennent de manière très fréquente dans les diagnostics. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les caractéristiques sociodémographiques en incapacité primaire. Quand on regarde pour les dépressions, les affections musculo-squelettiques, il y a vraiment un lien avec le statut social, l'âge et le sexe. Donc, vous devez savoir qu'au niveau de nos membres, il y a plus ou moins 30% d'ouvriers et près de 70% d'employés. Donc, évidemment, il y a plus d'affections musculo-squelettiques dans la population des ouvriers, mais pour les burn-out, ce sont plutôt des employés qui sont représentés. Quand on regarde à droite la différence entre les hommes et les femmes, dans nos membres, il y a environ 59% de femmes qui souffrent de dépression, donc elles sont surreprésentées pour la dépression et le burn-out. Quand on regarde le moment de l'entrée en invalidité, ce groupe d'employés augmente parce que souvent, ils dépassent l'incapacité de travail et la période d'invalidité dure plus longtemps. Chez les indépendants, ils sont sous-représentés dans les chiffres. Quand on regarde les affections musculo-squelettiques,
squelettiques, ce sont surtout les personnes de plus de 40 ans qui ont des épisodes plus longs. We deze cijfers laten zien is omdat dat ook aangeeft dat wanneer we spreken over terug naar werk. Quand on parle de retour au travail, il y a tout un récit différent qui dépend de la pathologie de la personne. Merci Luc pour cette introduction. Je voyais qu'il y avait certaines personnes qui prenaient déjà des photos. Pour info, on mettra sur le site internet tous les PowerPoint de toute la journée. Alors, donc Luc a donné une introduction. Quels sont les 4 messages clés qu'on va développer dans le cadre de notre intervention dynamique entre lui et moi. Le premier message clé, c'est que l'incapacité de travail, c'est une période difficile forcément pour le titulaire. Alors ça pourrait couler de source, hein. Forcément il est malade, mais on va voir qu'il y a plus que ça. Derrière la maladie, il y a une souffrance qui n'est pas que liée à cette maladie. Deuxième message clé, c'est une charge importante et grandissante pour la sécurité sociale. Alors on le sait, mais je crois qu'on va vous amener davantage d'éléments par rapport à cette charge importante, parce qu'on va faire le lien notamment avec l'emploi, avec l'économie, etc. Troisième message clé, c'est la forte pression sur le système de gestion. À nouveau, c'est connu, mais à nouveau, je pense qu'il y aura des éléments nouveaux qu'on pourra vous amener. Et la conclusion, ce sera que la politique ambitieuse, elle est toujours nécessaire. Il y a déjà des choses qui ont été menées, on vient de le dire, notamment par la parole du ministre Van den Broek, mais il y aura encore des choses à faire. On est en gros au milieu du gué seulement. Alors, la première chose concernant le titulaire et sa période difficile, on sait que forcément, c'est une chose éventuellement importante à souligner, c'est que le titulaire en incapacité de travail, déjà, il est gravement malade. C'est forcé, mais c'est quand même heureux. Ça veut bien dire qu'on s'adresse bien aux bonnes personnes. En l'occurrence, on voit que la concentration, donc le taux de personnes qui ont une maladie chronique est beaucoup plus importante chez les personnes qui sont effectivement en incapacité de travail primaire, donc dans les 12 premiers mois, c'est la deuxième colonne, voire en invalidité, donc après les 12 premiers mois. Par rapport à la population générale, 20 à 64 ans, on voit que c'est un taux qui est beaucoup plus grand. C'est logique, mais ça veut bien dire que c'est un système qui s'adresse bien aux bonnes personnes. On pense souvent à d'autres phénomènes, genre les certificats de complaisance, etc. N'oublions pas que c'est un système qui fonctionne parce qu'on s'adresse aux bonnes personnes. On voit ça donc d'après les maladies chroniques, on voit ça aussi selon la morbidité, que ce soit dans le régime général pour les salariés ou dans le régime indépendant, donc pour les indépendants, la morbidité évolue en fonction de la durée de l'incapacité de travail. Donc on s'adresse bien à des personnes qui sont majoritairement malades. C'est forcé, mais c'était important de le souligner. En termes de dépenses, on voit aussi qu'il y a un saut lorsque la personne arrive en incapacité de travail primaire, donc dans les 12 premiers mois. Par rapport à avant, ces dépenses se multiplient par 3 ou 4. Après, lorsqu'elles passent en invalidité, donc c'est la dernière colonne, les dépenses tendent à se stabiliser. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que par rapport à la population générale, les personnes qui vont tomber en incapacité de travail primaire ont déjà des dépenses plus importantes que la population générale. Donc avant même d'être en incapacité de travail, elles ont des dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moyen déjà d'anticiper, peut-être davantage encore, il y a déjà des choses qui existent, mais on peut peut-être aller davantage dans l'anticipation pour éviter le fait que la personne tombe en incapacité de travail primaire lorsqu'on voit que ses dépenses et donc ses besoins en soins de santé sont importants. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point d'étudier la satisfaction à l'égard de ces conditions de vie. Alors là, c'est quelque chose qui est encore peu connu, mais StatBel, donc l'Institut belge de statistique, mesure la satisfaction des conditions de vie chez les Belges, de manière trimestrielle, depuis le 3e trimestre 2021. Et à chaque fois, à chaque trimestre, les personnes en incapacité de travail ont des scores bien moindres que tous les autres groupes sociaux. Les étudiants. Donc ici la question, parce qu'il y a plusieurs questions dans ce monitoring trimestriel, ici la question c'est, au cours des 4 dernières semaines, vous êtes-vous senti toujours heureux ou la plupart du temps heureux? Ce que disent les étudiants et les élèves, c'est que oui, à près de 80%, ils l'ont été. Donc toujours heureux, la plupart du temps heureux. Les travailleurs aussi. Donc ils sont bien majoritairement heureux. Les personnes à domicile aussi. Les pensionnés, en majorité, ils se disent effectivement toujours heureux ou la plupart du temps heureux. Les demandeurs d'emploi, c'est moins le cas déjà. Et les personnes en incapacité de travail, c'est encore moins le cas. Alors on pourrait se dire que c'est simplement lié à la maladie. Ces personnes sont malheureuses parce qu'elles sont malades. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas seulement ça. Parce que StatBel mesure les conditions de vie générales
relationnelle et financière. Et sur tous ces 3 scores, les personnes en incapacité de travail de longue durée scorent moins bien que tous les autres groupes sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes en incapacité de travail de longue durée, donc en invalidité de plus de 12 mois, sont malheureuses non seulement parce qu'elles sont malades, mais aussi parce qu'elles doivent vivre dans le régime de l'incapacité de travail, avec moins de relations sociales, avec moins de revenus. Et donc elles sont en détresse. Donc il faut avoir en tête désormais que les personnes qui sont en incapacité de travail sont en détresse non seulement parce qu'elles sont malades, mais aussi parce qu'elles doivent être en incapacité de travail. Le deuxième message clé, ça concerne la sécurité sociale, la charge importante de l'incapacité de travail sur la sécurité sociale. Vous connaissez très bien la courbe de l'incapacité de travail primaire qui évolue en hausse de manière structurelle. Je ne m'attarde pas, c'est connu. On sait bien aussi qu'il y a une grande inquiétude sur la courbe de l'invalidité, où là, on a eu une augmentation, plus qu'un doublement, entre 2002 et 2021. C'est là que, donc, au 31 décembre 2021, on arrivait à 485 000 personnes invalides. Il y a des chiffres qui sont sortis depuis, qui vont jusqu'au 30 juin 2022, mais j'ai choisi de ne pas les prendre pour garder la saisonnalité du 31 décembre de chaque année. Mais ça a évolué de la même manière. Ce qui est intéressant à voir, quand on regarde la pyramide des âges, c'est le contingent des personnes qui sont nées entre 1955 et 65. C'est le contingent qui commence ici et qui s'avère très nombreux. Et quand on fait le calcul de ces personnes nées entre 55 et 65, elles ont maintenant, en fin 2023, entre 58 et 68 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont, pour une petite part, déjà à la pension, mais pour une grande part, encore sur le marché du travail. Et malheureusement, avec une probabilité plus grande de pathologie. Ça veut dire qu'en chiffre absolu, on peut déjà expliquer une part, ce n'est pas la seule explication, mais une part de la croissance de l'incapacité primaire et encore plus de l'invalidité. La logique démographique explique déjà une grande part de l'invalidité. D'autant plus que ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui ont 50 à 64 ans sont davantage en invalidité qu'auparavant. C'est-à-dire là, on ne parle plus de chiffres absolus, on parle de pourcentage. Ici, ce sont des chiffres qui sont utilisés dans le cadre des objectifs de développement durable. On voit qu'en 2005, pour 100 personnes qui travaillaient ou qui étaient demandeurs d'emploi, il y en avait à peu près 14 invalides. En 2021, on était à près de 24. Donc, c'est-à-dire que le groupe donc âgé, donc je l'ai dit, ceux qui ont entre 58 et 68 ans, est important en termes de volume, mais en plus, en termes de ratio, les 50 à 64 ans sont davantage en invalidité qu'auparavant. Donc ça explique vraiment aussi une partie, en tout cas, de la hausse de l'invalidité. Alors, au niveau des troubles et des diagnostics, on le sait, donc je ne vais pas m'attarder non plus, un bon tiers est expliqué par les troubles de santé mentale, et on va d'ailleurs parler de cette problématique dans le cadre de la session sur le travail et la santé mentale. Et un autre petit tiers est expliqué par les troubles musculo-squelettiques. Dank u wel, Sébastien. Als we nu terug de vertaling maken naar onze eigen gegevens, dan kunnen we... Donc si je traduis cela dans nos propres données, on peut examiner ici les principaux diagnostics d'incapacité de travail. Donc entre 2018 et 2022, on voit ici l'évolution. Évidemment, il y a la période de coronavirus. Donc il y avait... Donc ce sont des personnes qui ont reçu un salaire garanti de leur employeur, donc elles ne rentrent pas dans les statistiques ici parce qu'elles n'ont pas reçu d'indemnité de leur mutualité. En ce qui concerne le burn-out, on voit ici une évolution qui est vraiment significative, de 38%. Pour la dépression, en fait, c'est 16%, mais on voit différentes choses qui indiquent aussi des troubles psychosociaux, que ce soit des malaises, des troubles anxieux, qui se traduit par une augmentation de 44%. Donc, c'est vraiment des affections qui ont énormément augmenté ces dernières années.
Lorsque l'on regarde sur les chiffres tout récents concernant les premiers trimestres de cette année, on voit une évolution négative. Donc, chaque trimestre, on voit une forte augmentation par rapport aux périodes précédentes. Donc, la cause des burn-out est vraiment multifactorielle, mais ce sont aussi bien les travailleurs que les employeurs qui nous disent que les causes se trouvent dans l'environnement de travail. Donc, le professeur Walter Sermeus, qui est présent ici, va nous parler non seulement du burn-out, mais aussi des interventions effectuées en cas de burn-out au niveau européen afin de réduire ce nombre de burn-out. Ici, aux mutualités libres, Xavier y a fait allusion. Nous considérons l'incapacité de travail sous une approche multifacette. Donc, on a aussi réalisé une étude qui a été publiée au niveau international qui a stipulé qu'au moment où il y a une pollution de l'air qui est plus présente, il y a aussi une augmentation des cas d'incapacité de travail et des troubles mentaux. Donc, ça peut paraître un peu bizarre. Ce sont des particules fines qui ne provoquent pas seulement des symptômes physiques, mais qui peuvent aussi avoir des répercussions au niveau mental. Donc, quand il y a plus de pollution, en fait, il y a aussi plus de suicides. Ça a été démontré dans les chiffres. Un autre facteur d'incapacité de travail, aussi bien les entrées en incapacité qu'en invalidité, ce sont la situation des personnes pour lesquelles il faut accorder de l'attention. On a réalisé une étude l'année passée concernant les personnes qui se trouvent dans un ménage dans lequel il y a un ou plusieurs enfants qui sont malades et qui ont besoin de soins spéciaux. Dans ces cas-là, en fait, il y a plus d'incapacité de travail chez les parents, aussi bien chez les papas que chez les mamans. Donc, ce n'est pas seulement un effet traditionnel chez les mères, mais aussi chez les pères. On a pu constater avoir un enfant malade ou pas dans le ménage. Cette différence était plus marquée chez les personnes en incapacité de travail en raison d'une affection psychologique. Donc, ceci réconforte, enfin plutôt apporte une confortation sur le fait que les troubles psychosociaux ont une grande importance. Alors maintenant, on reprend ici la courbe de l'invalidité, mais on va faire le lien entre la distinction entre les hommes, la courbe bleue, et puis les femmes. Alors c'est connu, depuis 2009, il y a davantage de femmes invalides que d'hommes invalides. Ça, on le sait. Ce qu'il y a aussi, c'est que en termes de pourcentage, on voit une inégalité de genre face à l'invalidité. Et ça, on en discute souvent moins. Donc, ça n'est pas seulement une affaire de chiffres absolus, c'est aussi que proportionnellement, les femmes sont plus que les hommes en probabilité d'arriver en invalidité. Et on voit que le gap est grandissant au fil du temps. Donc, c'est quasi 50% en plus de probabilité pour les femmes de tomber en invalidité que par rapport aux hommes. Et on peut en tout cas établir une hypothèse qui est liée au fait que les femmes sont davantage dans certains secteurs professionnels. C'est très certainement loin d'être la seule hypothèse. On peut aussi parler des charges domestiques, etc., etc. Mais en tout cas, quand on voit l'évolution, donc sur nos données, l'évolution du burn-out, notamment dans les hôpitaux, donc en haut à gauche, c'est 104% de burn-out en plus entre 2018 et 2022. Tout à droite en haut, c'est 106% en plus dans les établissements d'éducation et d'hébergement, un secteur largement féminisé. En bas à droite, l'aide sociale et des soins de santé, c'est 84% en plus sur la même période. À chaque fois, ce sont des secteurs qui sont largement féminisés. Et donc, ça peut en tout cas expliquer une part de cette inégalité de genre par rapport à l'invalidité. Tout ça, ça implique forcément des dépenses qui vont croissantes. Là aussi, c'est connu. On arrivait donc en fin 2021 à 10 milliards d'euros de dépenses entre incapacité de travail et incapacité de travail primaire et invalidité, donc en total. Ce qu'il y a, c'est que le coût
de l'incapacité de travail, c'est forcément des indemnités, mais c'est aussi des frais administratifs pour la gestion de ce système qui, on le sait, est en plus complexe. Et puis, il y a aussi des coûts indirects. C'est la perte d'impôts directs. C'est la perte d'impôts indirects, tout ce qui est TVA sur la consommation. C'est aussi des coûts à long terme qui sont plus difficilement quantifiables. Une entreprise perd un travailleur expérimenté, doit trouver un remplaçant, éventuellement le former, etc. etc. C'est une perte de temps, c'est une perte de productivité. Donc, l'invalidité, ici c'est seulement l'invalidité, c'est un calcul qui a été fait par ID Consult, qui a été publié l'année dernière. L'invalidité coûte bien plus cher que seulement les indemnités. Pour 2019 en tout cas, les indemnités d'invalidité coûtaient seulement entre guillemets 6 milliards d'euros, mais si on ajoutait tous les coûts indirects, on passait à plus de 20 milliards d'euros. C'est ça le coût de l'invalidité. Et encore une fois, l'invalidité, c'est que donc après 12 mois d'incapacité. Ici, ne sont pas repris les coûts de l'incapacité primaire. Donc, on a une forte problématique alors qu'on est en plein dans un contexte de vieillissement. À terme, le vieillissement, ce sont des calculs du comité d'études sur le vieillissement, ça va coûter l'équivalent de 30% du PIB. Pour rappel, le PIB, c'est la richesse produite en Belgique durant une année entière. 30% en 2040, l'équivalent de 30% du PIB sera dévolu à la sécurité sociale. Si on fait le détail, le premier poste, ce sera les pensions, qui vont culminer à 12-13% du PIB. Le deuxième poste, c'est les soins de santé, qui vont culminer à environ 10% du PIB. Et puis vient le troisième poste, qui est la courbe jaune, à 2,2-2,3% du PIB. Alors il y a trois choses à dire sur ce graphique. La première chose à dire, c'est que 2,2 ou 2,3%, il ne faudrait pas se laisser tromper par une stabilisation de cette courbe et au fait qu'on est bien en dessous des autres courbes, donc de pension et des soins de santé. On va montrer tout à l'heure que même s'il y a une stabilisation en pourcentage du PIB, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pression sur le système encore plus à venir. En tout cas, c'est ce qu'on peut anticiper. Moyennant, donc c'est forcément la politique inchangée, etc. Et on sait que les politiques changent. On va en parler tout à l'heure. Une deuxième chose à retenir, c'est que ici, on ne parle que du coût direct. Or, je viens de dire qu'il y a aussi un coût indirect. Donc, si on arrivait à diminuer la courbe jaune, donc liée à l'incapacité de travail, on permettrait aussi de refinancer davantage la sécurité sociale par les cotisations, les impôts directs et indirects, etc. Et puis, la troisième chose à dire, c'est qu'il y a un dépassement de cette courbe jaune par rapport à une autre courbe, qui est la courbe verte claire, et qui est celle du chômage. Donc ça fait déjà quelques années, ça fait déjà depuis 2017, que l'incapacité de travail coûte plus cher que le chômage. Et donc on peut se dire qu'on peut sans doute devoir toujours porter une attention à la lutte contre le chômage. Mais en tout cas, la lutte contre l'incapacité de travail devrait au moins être au même niveau que la lutte contre le chômage. Surtout que, et là c'est malheureux, mais il y a un dérapage, en tout cas du côté wallon. Et ça, il faut oser le dire, et je l'ai déjà dit, en tout cas à certains cabinets wallons et à certains partis politiques francophones, il y a un dérapage. C'est à nouveau un graphique qui vient des objectifs de développement durable. Le 8e objectif du développement durable est lié au travail décent, et un des indicateurs, c'est l'invalidité. Et dans ces indicateurs, donc c'est public, c'est sur Internet, on peut trouver ce graphique où il y a effectivement un écart de la région wallonne par rapport à la région bruxelloise et la région flamande. Alors, cet écart peut être expliqué. On peut se dire que déjà, donc c'est tout à fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'âge et à la richesse. Il y a la proximité par rapport à la santé est liée à l'âge et à la richesse. La région flamande, on sait que c'est une population relativement plus âgée et relativement plus riche. À l'inverse, la région bruxelloise, c'est une population relativement plus jeune, mais plus précarisée. Ce qu'il y a, c'est qu'en région wallonne, c'est une population relativement plus âgée et plus
plus précarisées. Donc elles cumulent deux déterminants de la santé. Et donc il est logique qu'il y ait davantage d'incapacité de travail, d'invalidité en région wallonne par rapport aux deux autres régions. Ce qui n'est pas logique par contre, c'est qu'il n'y ait pas davantage d'efforts du côté wallon, du côté des autorités wallonnes, pour mener la lutte contre l'incapacité de travail, puisque la lutte contre le chômage reste la priorité numéro 1 et que la lutte contre l'invalidité est trop peu prise en compte. Pour financer le mur des dépenses, le mur du vieillissement à venir, donc les 30% du PIB dont je parlais, on sait que le gouvernement de Croo veut atteindre 80% de taux d'emploi en 2030. Au deuxième trimestre 2023, on était à 71,4%. Tout le monde le sait, il y a encore du travail qu'il y a à faire pour arriver à ces 80%. Alors, pour arriver à ces 80%, on peut forcément vouloir se tourner vers les demandeurs d'emploi à nouveau. Ce qu'il y a, c'est que ici, on a la courbe la plus basse, c'est la région flamande. La région flamande, pour le moment, elle est à 3 ou 4% de taux de chômage. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, la région flamande est au plein emploi. Il n'y a plus de main-d'œuvre disponible parmi les demandeurs d'emploi. Quand on a des taux aussi bas, on peut dire que les personnes sont largement en transition professionnelle. Donc, il est difficile d'aller chercher encore beaucoup de main-d'œuvre parmi les demandeurs d'emploi pour à nouveau arriver à 80% de taux d'emploi pour financer les défis de la sécurité sociale. Et donc, il est logique de vouloir s'intéresser aux demandeurs d'emploi wallons et bruxellois. Et il y a des accords qui existent entre VDAB, Forem et Actiris. Des accords qui donnent des résultats. Est-ce qu'ils donnent entière satisfaction? Ça n'est pas à moi à en juger. Mais en tout cas, puisque l'effort est encore important à fournir, il y a davantage d'attention vers ce qu'on appelle les inactifs. Ce n'est pas ma dénomination, c'est une dénomination officielle. Les inactifs, ce sont les personnes qui ne sont ni au travail, ni demandeurs d'emploi. Parmi elles, c'est notamment les personnes qui sont en incapacité de travail, les étudiants, les pensionnés, les personnes à domicile et encore d'autres sous-catégories. Les personnes qui sont en incapacité de travail constituent le contingent le plus important. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute l'attention qui est portée par le fédéral et en Flandre sur la possibilité de donner aux personnes en incapacité de travail qui ont des capacités suffisantes la possibilité de revenir à l'emploi. Merci Sébastien. Je pense que les chiffres sont très clairs et je suis heureux que le ministre Van den Broek y a fait référence. Aandacht aan besteden binnen onze studiedienst van de onafhankelijke ziekenfondsen. Donc, parmi nos membres, on observe qu'une personne sur 9 qui est entrée en incapacité de travail a repris le travail à temps partiel pendant une période de maladie et on observe que 44% de toutes les personnes qui ont repris le travail souffrent en fait de troubles psychosociaux. Donc parmi les personnes qui n'ont pas repris le travail s'élèvent à 34%. Donc les personnes qui souffrent de troubles psychosociaux reprennent plus souvent le travail que les autres. Donc 2/3 des personnes qui reprennent le travail sont au travail plus ou moins 130 jours après l'entrée en incapacité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de continuer à investir sur les capacités restantes pour reprendre le travail au plus tôt. Donc les reprises du travail à temps partiel augmentent. Donc, d'après nos chiffres, les autorisations en juillet de cette année étaient autour des 70 000, alors que les années précédentes, c'était beaucoup moins. Voici ici l'évolution avec les chiffres concernant les personnes en incapacité de travail et en invalidité. Donc, la courbe concernant les indépendants ne sont pas vraiment à prendre en compte car il s'agit de chiffres très petits, mais on détecte une évolution positive dans ces reprises du travail à temps partiel. Alors passons maintenant au troisième message, c'est le système de gestion, la pression sur le système de gestion. Alors je reprends ici les 2,2 ou 2,3% du PIB dont je vous parlais tout à l'heure.
Le premier point que je vous ai dit quand je vous ai montré cette courbe, c'était il ne faut pas se fier simplement à cette courbe-là et se rassurer simplement à cette courbe-là. Ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes intéressés à cette courbe et nous avons voulu demander au bureau du plan quels étaient les taux de croissance qui avaient été utilisés pour faire ce calcul-là. Puisque forcément, derrière un calcul de dépenses, il y avait une estimation de personnes en incapacité de travail primaire ou en invalidité et une estimation des dépenses qui allaient être induites par là. On a obtenu les taux de croissance, mais c'est nous qui avons fait les calculs. Ce n'est pas le bureau du plan qui a fait ce calcul, c'est nous qui avons fait les calculs. En l'occurrence, de la projection de l'incapacité primaire. Donc de 2010 à 2021, on est sur des chiffres qui ont été consolidés. Au-delà de 2021, on est sur une projection qui est réalisée par nous et on sait que toute projection induit d'éventuelles marges d'erreur. Il faut l'admettre. Mais en tout cas, dans notre scénario, on serait sur une stabilisation de l'incapacité primaire. Ce n'est pas la même chose concernant la validité. Et là, on a des craintes. On a des craintes de, effectivement, arriver à environ 580 000 invalides d'ici à 2030 et de rester sur ce plafond haut pendant quelques années et puis d'avoir une diminution, mais seulement lentement. Encore une fois, il peut y avoir une marge d'erreur. Mais si vous vous rappelez la pyramide des âges que je vous ai présentée tout à l'heure, ça correspond. Les personnes qui sont nées entre 55 et 65, donc celles qui ont maintenant entre 58 et 68 ans, seront en 2030, 32 à la pension. Et donc la stabilisation de cette courbe et puis la diminution à terme, elle répond en tout cas à la logique démographique. Donc on peut s'attendre à une stabilisation à partir de 2030 et puis une diminution par après. Ce qu'il y a, c'est que le système est déjà sous pression là maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une réforme de l'évaluation médicale qui est en cours de passation là maintenant à la Chambre. La question reste, est-ce que cette réforme de l'évaluation médicale suffira pour le défi à venir? On a 20% en plus d'invalides dans un temps court de 5 ou 6 ans. Est-ce que ce sera suffisant? Ça, c'est la question qui nous inquiète en tout cas. Et c'est pour cela, je pense que c'est surtout sur ce graphique, c'est à partir de ce graphique qu'on peut se poser la question de est-ce qu'effectivement on est dans un système durable? Encore une chose, on a parlé beaucoup des reprises de travail à temps partiel. Et c'est vrai, c'est optimiste, c'est intéressant, c'est bien pour les titulaires forcément, c'est bien pour la sécurité sociale, les financements, etc. Mais les personnes qui sont en reprise de travail à temps partiel sont toujours des personnes qui sont partiellement en incapacité primaire ou en invalidité. C'est-à-dire qu'elles ont encore besoin d'un accompagnement, de rencontres avec les médecins conseils et les équipes. Et puis en plus, lorsqu'on entre en reprise de travail à temps partiel, il y a une demande de reconnaissance qui est à faire. Il y a aussi des calculs à faire parce que les indemnités sont ajustées, etc., etc. Donc, pour le système de gestion, les reprises de travail à temps partiel n'induisent pas forcément une diminution de la pression. Il y aura toujours une grande charge de travail. Et donc, les 580 000 invalides à terme présenteront une importante charge de travail, même si beaucoup d'entre eux, et c'est à souhaiter, seront en reprise de travail à temps partiel. Alors par rapport à ça, la politique a déjà fait beaucoup de choses et il reste encore beaucoup de choses à faire. Ce qui a été fait, en tout cas, j'ai fait une liste mais qui est loin d'être exhaustive. C'est notamment, je commence par en bas, la réforme de l'évaluation médicale donc, qui passe à la Chambre en ce moment. C'est le soutien en reprise de travail à temps partiel. C'est les Return to Work Coordinators. C'est les accords avec les Forem, Actiris et VDAB. C'est les développements de nouvelles routes de retour à l'emploi. Tout ça a été fait et encore d'autres choses. Ce qu'il y a, c'est que nous pensons, donc, comme je le disais, qu'on est encore au milieu du gué. Et je pense que M. Van den Broek le disait lui-même. On a encore beaucoup de choses à faire dans le cadre de la législature prochaine. Nos recommandations, elles concernent la prévention, l'accompagnement du titulaire, le retour à l'emploi et la politique publique elle-même. Vous aurez le détail en fait dans la FAT qui vous a été distribuée. Je ne reprends que quelques points ici rapidement. En ce qui concerne la prévention, on vise à réduire les entrées en incapacité de travail de 10% d'ici à 2030. Notamment par une monitorisation de la responsabilisation des employeurs. Vous le savez, elle est déjà active. Il faudra monitorer, évaluer et éventuellement renforcer le processus à terme. Il faudra aussi, surtout, accompagner les employeurs. Du côté du VOCA,
du côté de la Flandre, je vois que le VOCA, par exemple, est très actif sur l'accompagnement des employeurs. Je ne vois pas l'équivalent du côté wallon et bruxellois, et ce serait certainement souhaitable, parce que sinon les employeurs sont potentiellement démunis par rapport à cette problématique. D'autant plus que la médecine du travail est en pénurie. On a des représentants de la médecine du travail ici qui pourront éventuellement le confirmer tout à l'heure. L'allègement de la charge des médecins du travail, l'élargissement de l'accès à la profession des conseillers en prévention est, d'après nous, une nécessité. Et puis, il faut aussi renforcer les concertations avec les initiatives régionales. Quand on parle d'incapacité de travail, en fait, on parle de 3 politiques différentes. On parle de politique de santé, politique sociale et politique d'emploi. Santé, sociale, emploi, ce sont 3 compétences qui sont partagées avec les régions ou avec éventuellement les communautés. Et donc, il y a des concertations à mener avec les régions et communautés. Davantage, en tout cas, il y a déjà des choses, forcément, je ne vais pas le dire, mais c'est un renforcement de ces concertations. Concernant l'accompagnement des titulaires, il faudrait donc le simplifier, l'optimiser, ce système, revoir les notions d'incapacité primaire et d'invalidité, qui, tout le monde sera d'accord, qui sont très handicapantes, faire en sorte que chaque titulaire puisse aisément comprendre son trajet, ses droits, ses devoirs, le calcul de ses indemnités, etc. Il y a des efforts qui seront faits, hein. On va pas dire le contraire, mais on sait qu'il y a encore des choses qui devront être faites dans le futur. Numériser davantage le système de l'incapacité de travail, c'est un défi qui restera parce que par davantage de partage de données, on peut faire des reconnaissances d'incapacité de travail plus rapides, on peut faire des calculs d'indemnité plus rapides, plus justes aussi, et c'est aussi au bénéfice du titulaire. Augmenter les niveaux d'indemnité au-dessus du seuil de risque de pauvreté. Pour le moment, il y a encore des personnes en incapacité de travail qui sont en dessous du seuil de risque de pauvreté. Le retour à l'emploi de 10%, on voudrait l'augmenter de 10% en 2030 par rapport à 2023. Ça passera par les avantages du retour à l'emploi. Et là, ça reste un incitant, reste effectivement le revenu, l'incitant financier. Donc on veut que les indemnités soient au-dessus du seuil de risque de pauvreté, mais on veut aussi qu'il y ait un certain intérêt du titulaire pour revenir à l'emploi par après. Renforcer la reprise du travail à temps partiel, on l'a déjà dit. Le groupe des personnes en fin de carrière est particulièrement à toucher d'après nous. Instaurer différents taux d'incapacité. On l'a dit, je ne sais plus si c'est Xavier, je pense que c'est Xavier qui l'a dit tout à l'heure, on est en incapacité de travail ou pas. À partir de 66% de perte de capacité de gain, on est en incapacité de travail. En dessous, on ne l'est pas. Notre idée, notre proposition, c'est qu'il y ait un autre taux de 33%, en l'occurrence, intermédiaire, donc qui puisse reconnaître l'incapacité de travail partielle. À noter qu'il y a d'autres pays, par exemple la Suède, qui travaillent avec 4 taux, 25, 50, 75 et 100%. Donc il y a des possibilités, même si les systèmes sont toujours bien différents. Et enfin, concernant la politique publique, on voudrait, donc il y a eu un audit de la Cour des comptes qui a été fait entre 2019 et 2021. On voudrait que l'exercice soit refait en 2030 et qu'on puisse arriver à la conclusion en 2030 que toute nouvelle politique est faite vraiment en concertation autant que possible en amont. Il peut arriver qu'une nouvelle politique est imaginée, par exemple, lors des conclaves budgétaires et sans qu'on ait vraiment le temps de travailler sur le caractère réaliste de toute nouvelle politique. Surtout que, ici, quand je parle de toute nouvelle politique, c'est toute nouvelle politique qui est liée à l'incapacité de travail. Ça veut dire, par exemple, la politique d'emploi, la politique de chômage, etc. Il y a un impact entre les différentes politiques publiques et on devrait pouvoir autant que possible être concerté. Je souligne aussi la réforme actuelle de l'évaluation médicale, par exemple, a été fait l'objet d'une large concertation durant les mois nécessaires pour cette discussion. Baser la politique incapacité indemnité sur l'évidence scientifique, que ce soit vraiment une politique evidence-based. Et ça passe par le renforcement du centre d'expertise en matière d'incapacité de travail. Il y a donc ce centre d'expertise au sein de l'INAMI qui fonctionne déjà bien, mais qu'on voudrait renforcer. Plus de moyens, plus de personnes, plus de partenariats aussi avec les différents centres d'études. Luc est un exemple d'un centre d'études au sein d'un organisme assureur qui peut amener de l'aide
au centre d'expertise. Donc travailler ensemble parce que je pense qu'on partage largement les mêmes objectifs. Élargir les croisements de données, on a encore peu de vision, nous, sur ce qui se passe une fois que la personne est suivie par exemple, une structure en charge du retour à l'emploi, donc un VDAB, un Forem ou un Actiris. Et si on avait davantage de données, on pourrait mieux évaluer notre propre input par rapport à cette mission. Et enfin, on voudrait que les politiques en matière d'incapacité de travail soient définies sur un terme de 10 ans. On a vu dans cette présentation que l'incapacité de travail, on peut l'anticiper pour une large part. Et donc, si on la prévoit sur un terme de 10 ans, et donc non pas seulement en la pensant par rapport aux résultats actuels ou aux résultats passés, mais éventuellement par rapport aux projections futures, on pourra, nous pensons, répondre aux défis de l'incapacité de travail. Merci. Merci beaucoup Sébastien et Luc. On n'a pas vraiment le temps encore pour des questions, mais j'ai une question pour vous deux. Een beetje aanvullend op wat u al zei en wat de minister ook al zei. Pour compléter un peu ce que tu as dit et ce que le ministre disait, dans 6 mois, en fait, il y aura des élections, un nouvel accord de gouvernement. Donc, dans l'objectif de diminuer ces 10% jusqu'à 2030, quelles sont les priorités si tu devais en choisir une seule pour le gouvernement? Alors, donc, tout est détaillé dans la FAD, mais c'est les points que j'ai voulu en tout cas souligner ici. Donc, ça passera en même temps ce qu'on a voulu faire, c'est par la prévention, si on veut, on ferme le robinet d'entrée dans l'incapacité de travail, et puis par davantage de retour à l'emploi, on permet les sorties de l'incapacité de travail. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à répondre et à descendre la courbe, surtout des personnes, donc pas seulement en incapacité primaire, mais surtout en invalide. L'invalidité, il faut bien comprendre que c'est un stock de personnes qui sont arrivées là et qui ont des pathologies lourdes potentiellement et qui restent longtemps potentiellement en invalidité. Ça pose un problème et donc il faut permettre un retour à l'emploi au moins en tout cas partiel, voire complet. Et donc si on ferme le robinet d'entrée donc en début de l'incapacité par davantage de prévention et si on permet davantage de sorties, on permettra de diminuer cette courbe de l'invalidité. Donc après toutes les différentes actions concrètes, elles sont donc dans notre mémorandum qui est dans la FARD. Et moi, j'ai repris ici quelques actions parmi ce qu'il nous semblait être les plus pertinentes. Ok. Luc, peut-être la même question pour vous. Je vais juste confirmer ce que Sébastien vient de dire. Je pense que le mémorandum que nous sommes en train de rédiger, qui explique notre vision, possède différentes pistes de réflexion. Donc, merci beaucoup, Luc et Sébastien, pour cette présentation.